La guerre de Poutine ou la guerre de la Russie? Quel est le rôle de la propagande dans le conflit? Pourquoi la majorité des citoyens russes soutiennent-elle la guerre? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Yegor Gran, écrivain français d'origine russe, auteur de Z comme Zombie et Voyage clandestin avec deux femmes bavardes. Deux ouvrages qui abordent le sujet de la perception de la guerre russe contre l'Ukraine par des Russes ordinaires. Bonjour Yegor, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes écrivain, on dit écrivain français d'origine russe, n'est-ce pas? Vous êtes auteur de deux ouvrages qui sont très actuels dans le contexte d'aujourd'hui. L'ouvrage de 2022 qui s'intitule Z comme zombie et un autre ouvrage plus récent qui s'intitule Voyage clandestin avec deux femmes bavardes. Vous êtes aussi fils du dissident russe Andrei Sinyavski et vous gardez sans doute un souvenir de l'enfance en Russie, même si vous étiez, j'imagine, très petit quand vous avez quitté la Russie. Donc, vous aviez, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, 8-9 ans à cette époque-là. Donc, ma première question à vous serait de retracer en quelque sorte vos rapports avec cette Russie, parce que cette enfance, bien sûr, est très, très brève en Russie, mais sans doute vous avez gardé quelques liens avec ce pays que vous avez vu, comme ça, un peu de loin, se transformer au fur des décennies. Alors, mes liens avec, l'URSS puis la Russie, sont, comment le décrire? Culturels bien sûr parce que je suis bilingue et je lis beaucoup en russe et voilà. Mais ils sont un petit peu toujours, comment dire? Emplis d'une certaine méfiance par rapport à ce pays, tout simplement parce que dès ma tendre enfance, en fait, j'ai été confronté à à une certaine agressivité, du pouvoir russe. Et quand je dis tendre enfance, c'est, avant même les dents de lait puisque, quand mon père est arrêté, le 8 septembre 1965, j'ai 9 mois. Donc, mon père est arrêté le matin, et j'ai une perquisition, il y a une perquisition, qui a lieu chez ma mère et moi, dans l'après-midi. Voilà. Donc, c'est à cette occasion-là que je fais ma première rencontre avec les organes de sûreté, le KGB. J'ai même la chance ou la malchance, je ne sais pas comment le dire, d'avoir été bercé par un lieutenant du KGB qui m'a tenu dans les bras le temps que ses autres camarades fassent la perquisition. Voilà, donc ça c'est pour le côté un peu étrange de ma rencontre avec le pouvoir soviétique. Et puis donc ensuite on a quitté l'URSS. Comment dire? J'ai ensuite vu la perestroïka et puis ensuite j'ai vu, l'éclatement de l'URSS qui était pour moi une chose inouïe. Il faut dire que quand on a quitté, l'URSS, on pensait un peu comme avec le Reich, des Allemands, on pensait que ça allait durer, 1000 ans au moins. C'était impensable de voir ce bloc se fracturer et finalement, c'est à ça que servent les surprises de l'histoire, en fait. C'est pour ça que c'est assez, heu, j'aime bien me moquer des gens qui trouvent tout prévisible. Et bien, finalement, ce monolithe a éclaté, pour le plus grand bien de tous les pays, qui étaient, donc du bloc de l'Est, d'Europe de l'Est et pour les ex-républiques, d'Union soviétique qui ont retrouvé, la liberté.
Voilà. Et puis ensuite, j'ai observé, comme beaucoup, hein, l'époque Yeltsin, pré-poutinien, le pré-poutinisme, pourrait-on dire, où on voyait quand même beaucoup de choses très inquiétantes déjà se mettre en place. On voyait les 2 guerres en Tchétchénie, menées d'une façon absolument barbare, avec Grozny rasé, avec des enlèvements de familles, avec des rançons, des demandes de rançon, etc., etc. Et puis je voyais aussi en parallèle que l'Occident ne condamnait pas beaucoup ces actions, que l'Occident était dans une complaisance totale envers cette Russie qui devenait de plus en plus agressive, en se disant que, bah, finalement, le bon sens des affaires allait tout arranger et que finalement, comme il y avait beaucoup de commerce, hein, entre, l'Occident et la Russie, eh bien, tout allait ren entrer dans l'ordre par une sorte de loi invisible, mais, qu'on pense universelle. Ça n'a pas été le cas, loin de là, au contraire, les appétits l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Eh bien, la Russie devenait de plus en plus agressive. Et alors, c'est un petit peu paradoxal parce que au départ, le poutinisme, quand Poutine prend le pouvoir, se caractérise par, au contraire, un rapprochement avec l'Occident, puisque les élites poutiniennes placent leur argent en Occident, achètent des yachts, des villas, envoient leurs enfants étudier dans les universités anglaises et américaines et placent leurs vieux parents dans des hôpitaux en Allemagne ou ailleurs et donc aspirent tout à fait, du point de vue de la consommation en tout cas, à un mode de vie occidental. Et puis finalement, je dirais le ressentiment qui ne faisait que grandir dans le peuple russe, chez les gens très simples, hein, eh bien, finit par monter et détrôner cette consommation, cette soif de consommation occidentale, et on nous amène là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays ultra agressif qui ne recule devant aucun crime de guerre pour subjuguer et anéantir ses voisins, à commencer par l'Ukraine, et puis on sait très bien qu'il ne s'arrêtera pas. Mmh. Voilà, donc il y a toujours cette hypocrisie, voilà, de profiter de bienfaits de la civilisation occidentale et puis à la fois de nourrir, cette bête agressive, on va dire. Mais voilà, mais aussi ma question est portée sur le fait que comment, avez-vous de l'information? Puisque, à la différence de la majorité de vos compatriotes, vous avez ce bénéfice que de parler russe, n'est-ce pas? Puis de pouvoir lire en russe, si je comprends bien, dans certaines années, donc avant 2011, vous vous rendez en Russie, c'est-à-dire qu'il y ait des amis, peut-être de la famille aussi en Russie, donc vous avez une connaissance un peu plus approfondie, on va dire, de la Russie par rapport à d'autres Français, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Alors, oui, j'ai oublié de le dire, mais ça allait de soi. Oui, j'ai beaucoup d'amis russes. J'en ai beaucoup, malheureusement, qui sont dans deux camps opposés. C'est-à-dire, je connais pas mal on va dire, Russes libéraux, donc qui seraient contre la guerre, et je connais aussi des Russes qui, au départ, étaient neutres et qui sont devenus pro-guerre. Donc, j'ai vu tout ça, j'ai suivi tout ça, je me suis disputé beaucoup ces dernières années. Et puis, en effet, j'ai un peu voyagé aussi en Russie, mais finalement, je reste aussi un observateur aussi des réseaux sociaux qui sont en Russie quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus fondamental, même qu'en Occident, parce que avec l'immensité de ce pays, les Russes, même les simples, enfin, c'est pour eux quelque chose de très important que d'être sur Vkontakte ou sur Odnoklassniki ou sur d'autres formes de dialogue et de communication via le web. Euh, et donc c'est assez sympathique de pouvoir comme ça suivre à distance ces dialogues, ces débats qui agitent ou n'agitent plus trop d'ailleurs en fait ces Oui. réseaux.
Et vous vous êtes inscrit sur Twitter, n'est-ce pas, sur ex-Twitter maintenant, c'est le réseau X, donc le 24 février, c'est ça, 2022, ou 25 peut-être février 2022, pour suivre justement comment les situations s'évoluent. Pour ces deux livres, vos deux derniers livres, Z comme zombie, Voyage clandestin avec deux femmes bavardes, donc au centre de ces deux livres, il y a ce que vous appelez les gens simples, c'est-à-dire ce peuple russe, peut-on dire comme ça, des gens ordinaires. Donc c'est une autre manière de regarder sur cette guerre que la Russie mène aujourd'hui contre l'Ukraine, mais avant c'était Géorgie, avant c'était Tchétchénie que comme vous avez souligné vous-même, contre Syrie aussi. Et donc c'est un peu notre perspective parce que on parle plus de la guerre de Poutine, on parle pas tellement pas tellement de la guerre de Poutine et pas tellement de la guerre de services secrets, même si bien sûr ils sont impliqués, mais vous parlez de cette expérience, comment cette guerre elle est vécue, perçue et faite par les gens simples. Alors, pour revenir à votre premier livre, voilà, que vous intitulez Z comme zombie, qui sont au juste ces zombies que vous décrivez? Alors, oui, en effet, ça m'intéresse, vraiment, en tout premier lieu, c'est la voilà, la Russie des gens ordinaires. Ça veut dire, quoi? Ça veut dire, ceux qui n'habitent pas Moscou et Saint-Pétersbourg, qui habitent dans des villes de province, pas forcément les paysans, hein, mais voilà, des gens qui sont à, 20 heures de train de Moscou, comme, par exemple Perm. Vous prenez Perm, c'est une ville du centre de la Russie. Il y a plus de 1 million d'habitants à Perm. Mais pour y aller, il faut mettre 23 heures de train si vous partez de Moscou. Bon, donc il faut prendre l'avion ou ne pas y aller. Voilà, je prends la seconde solution pour moi. Mais donc ces gens ordinaires, ces Russes ordinaires, pour moi, c'est très important parce que je considère que ce sont eux le véritable fuel qui nourrit l'agression russe. Alors certes, bien sûr, Poutine est responsable, hein, ça on va pas le nier, mais et puis toute la clique autour de Poutine, le FSB, bien sûr, mais sans le soutien explicite ou implicite, hein, de la population russe, des Russes ordinaires, eh bien, la guerre n'aurait pas duré autant, ne serait pas aussi parsemée de crimes de guerre abominables, hein, qu'on commet chaque jour. Ces crimes de guerre, ce n'est pas Poutine, ni Abramovitch, ni le patriarche Kirill qui les commettent sur le terrain. Ce sont des Russes ordinaires qui commettent les massacres, qui ordonnent de déporter les enfants ou qui les déportent, qui participent à tout ce qu'on sait, voilà. Et donc, la question est tout à fait légitime. La question de savoir quelle est la responsabilité des Russes est absolument légitime. Euh, et puis, au-delà donc des crimes de guerre qui sont commis en Ukraine sur le terrain, il y a le soutien de la population dans le pays, que l'on voit pas faiblir. On voit, au-delà du soutien à Poutine, on l'a vu aux dernières élections, hein, même si ces élections étaient truquées et que le résultat dessiné par, le Kremlin était de 85, on sait très, très bien que le soutien, de la population était bien plus élevé que, ce qu'on espérait et on peut l'estimer à moi j'ai vu un chiffre, fourni par un mathématicien qui a fait une analyse statistique de ce scrutin, on peut l'estimer à 68% quand même, ce qui est gigantesque. Donc au-delà de la fraude, le soutien reste quand même massif. Et je pense même, on l'a évoqué justement, la première période de la Poutini, où Poutine est plutôt tourné vers l'Occident, ou essaye en tout cas, d'accaparer un maximum de biens occidentaux pour son mode de vie personnel. On voit, j'ai l'impression qu'à partir de 2012 et surtout 2014, il y a un rapprochement de Poutine avec sa base, on dirait ça comme ça en France, c'est-à-dire les gens qui, en effet, ont envie d'en découdre avec leurs voisins, au-delà du soutien qu'ils apportent à Poutine. On le voit aussi d'ailleurs par un autre phénomène de ricochet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Édouard Limonov, le leader du parti Nazbol, national bolchevique. Eh bien, ce type était déjà pour
la guerre contre l'Ukraine, il était déjà pour cette intervention dès le début des années 90. Donc je me souviens d'une interview de lui en 92, donc un an après l'éclatement de l'URSS, où il disait il faut déjà impérativement aller récupérer nos terres en Ukraine. Et bien cet Édouard Limonov a passé son temps à être enfermé par le pouvoir poutinien. Il a été, je sais pas, arrêté une vingtaine, une trentaine de fois, mais il a passé, si on compte le nombre de jours qu'il a passé en prison, c'est assez élevé. Et finalement, ce n'est que arrivé en 2022, 2020, 2022, qu'on entend, qu'on laisse la parole des Nazbols s'exprimer librement. Et jusqu'à cette date-là, en fait, le poutinisme met plutôt une sorte voilà, il essaie de ne pas entendre cette voix-là. Donc, on sait très bien que dans la population russe, il y a des Russes qui sont, je dirais, encore plus à droite que Poutine. Voilà, les Nazbol, les Igor Strelkov-Girkin et d'autres, Prigogine, une partie des Russes qui a acclamé Prigogine avec enthousiasme quand il a fait sa marche, j'allais dire sur Rome, mais sa marche sur Moscou, sa marche avortée hein, sur Moscou, eh bien, on voit bien qu'il y a aussi une frange non négligeable de la population qui estime que Poutine n'en fait pas assez. Euh, et donc, qui réclame davantage de choses sanglantes. Voilà, cette responsabilité, elle est là. À mon avis, c'est une erreur que de l'ignorer. Et au contraire, il faut à tout prix comprendre qu'est-ce qui motive ces gens et pourquoi ont-ils ce ressentiment. Voilà, donc il y a une œuvre littéraire qui était très actuelle ici en Ukraine en 2014, je me rappelle. Donc le 2014, au moment où la Russie avait annexé illégalement, bien sûr, la Crimée, et puis avait commencé les combats à Donbass. Donc on pensait tous à UNESCO et à sa pièce de théâtre Rhinocéros. C'était ça, en fait, l'impression qu'on avait, parce qu'à l'époque, on avait aussi des connaissances des amis russes, et donc c'est un peu ça, cette impression qui ressortait de ces dialogues, parce on se retrouvait très vite en fait en face de gens qu'on reconnaissait plus, c'est-à-dire des gens qui étaient amis d'avant, continuaient à sortir des choses absolument inimaginables, donc ils devenaient en quelque sorte, voilà, des rhinocéros. Donc c'est un peu, donc et ce qui m'intéresse, c'est comment votre observation, qui sont d'ailleurs très justes dans votre livre Z comme zombie, comment les gens vous avez observé vos amis, n'est-ce pas, de se transformer en cette espèce de zombie, parce que des gens normaux, des gens ordinaires qui deviennent progressivement et parfois tout d'un coup, sous l'influence de quelque chose, voilà, cette espèce de zombie. Donc, quelles sont les influences? Bien sûr, il y a la télévision, bien sûr, il y a cette propagande, mais que, à part la propagande et la télévision, réussit à transformer cette immense population russe, bon, pour nous, elle est immense parce qu'elle est 4 fois supérieure par rapport à la nôtre, à cette espèce de zombie, au final. Alors, c'est une question très vaste en fait parce que en été passionnante et vitale pour les Ukrainiens bien sûr et pour nous tous. Euh, la, Vous avez parlé de la propagande. Alors, bien sûr, la propagande est très présente, mais simplement, la propagande n'explique pas tout. La propagande, alors, elle touche surtout je dirais, les personnes plutôt âgées, plutôt très éloignées donc de Moscou et même des grandes villes, qui n'ont pas accès à d'autres sources d'information. Et évidemment, elle joue un rôle et influence et forme un peu les esprits. Mais j'ai rencontré tout un tas de gens qui, tout en écoutant Soloviev ou Skabeyeva, ne critiquent Soloviev et Skabeyeva en disant oui, nous sommes pour Poutine, mais nous pensons que Solovyov serait le premier à trahir la juste cause si jamais les affaires se passaient mal sur le terrain. Et donc les gens écoutent cette propagande tout en n'en pensant pas moins dans le sens où ils ne sont pas forcément adeptes de toutes les thèses que leur impose la télévision. Alors,
Et en plus, à partir du moment où on habite dans une grande ville ou pas loin d'une grande ville, eh bien, les gens connectent massivement à Internet. Donc, les réseaux sociaux, on a déjà mentionné, qui sont excessivement présents en Russie. Et je pense au-delà des réseaux sociaux, je pense à une chaîne comme YouTube. YouTube n'est pas censuré en Russie. YouTube, c'est 45 millions de personnes, de Russes, qui se connectent chaque mois. Donc, vous voyez, à peu près un tiers de la population, et plus si on exclut les enfants et les malades, eh bien, se connectent à YouTube. Et sur YouTube, sans censure, eh bien, on peut écouter tout un tas de reportages passionnants en russe, et également sur les crimes, par exemple à Boutcha ou Mariupol. Et il y a des enquêtes, etc., etc. Mais les Russes ne regardent pas ces reportages ou les discours de Zelensky. Ce qu'ils regardent sur YouTube, c'est comme nous en Occident, ils regardent des recettes de cuisine, ils regardent les vieux films, des extraits de vieux films de leur enfance et comment réparer le frigo, en gros. Et donc, malgré cette soupape vers l'information en accès libre, eh bien, très peu de personnes en profitent sur place. Donc, il y a, à mon sens, par rapport à la propagande, une forme de cécité volontaire, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux sur ce qu'on ne veut pas voir. Et je l'ai rencontré, croisé plein de fois avec mes amis, puis aussi autour des personnes, chez les personnes sur qui j'enquêtais, notamment via Twitter, ou confrontés à des images insoutenables de bombardements de civils en Ukraine, ces personnes disaient, premièrement, c'est une fake news, ce n'est jamais arrivé. Euh, Deuxièmement, ce sont les Ukrainiens qui l'ont fait eux-mêmes. Ou troisièmement, l'autre excuse très très employée, c'est certes c'est arrivé, mais c'est la faute aux Ukrainiens, ils n'avaient qu'à se rendre. Voilà. Comme l'a dit une personne que j'avais suivie, elle disait si on n'est pas con, si quand on voit un chat russe arriver, on lève ses petits bras en l'air et on se rend. Voilà. Et donc si on est tué, en fait, c'est par notre faute. Par la faute de ceux qui ne veulent pas se rendre. Donc il y avait quand même donc dans ces répliques, ce que je voyais, c'est que d'abord ils sont au courant de ce qui se passe en Ukraine. Ça, c'est très important, hein, parce que souvent on entend, oui, les Russes simples, les gens ordinaires ne savent pas bien ce qui se passe. Non, c'est faux. Ils savent très bien ce qui s'y passe. Ils ont le moyen de le savoir déjà, et s'ils ne vont pas utiliser ces moyens, c'est qu'ils ne veulent pas voir ce qui se passe en Ukraine. Et quand ils savent ce qui s'y passe, eh bien leur système immunitaire, qu'il est difficile, hein, de vivre, hein, en ayant pleinement conscience d'être complice des crimes de guerre, puisque en vérité, les Russes sont complices des crimes de guerre, hein, puisqu'ils sont commis sous leur drapeau, en leur propre nom, avec leurs impôts, et donc avec leur armée. Et donc, c'est difficile de vivre en ayant conscience d'être complice des crimes de guerre, et donc on s'invente des barrières psychologiques qui font qu'on s'isole un petit peu de ces images qu'on ne veut pas voir. Donc ça, c'est pour ce qui est de la propagande. Donc elle a une influence, mais pas que. Pour répondre alors d'une manière rapide, parce que en effet, ça c'est réellement le thème de mes livres. Et donc comment est né ce ressentiment et comment il a prospéré chez les Russes. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Le premier est ce qui est arrivé dans les années 1990, justement après la chute de l'URSS, après l'explosion de l'URSS. En fait, ces années 90 ont vu la mise en place en Russie de ce que j'appellerais le darwinisme économique. C'est-à-dire que on prend la loi de la sélection naturelle établie par Darwin, qui peut s'énoncer sous la forme simple de c'est le plus fort qui gagne. Et en fait, le plus fort a raison. Voilà. Et donc, l'animal le plus faible disparaît, et c'est tant pis pour lui, c'est une loi naturelle, dit Darwin. Et les Russes
l'ont parfaitement compris et adapté à la vie au quotidien, à leur société, à la vie économique. Et donc, dans les années 90, on voyait tout à fait très bien cette psychologie-là se mettre en place, où on considérait que, eh bien, si on n'était pas débrouillard, si on n'avait pas de relation, si on n'était pas filou, si on n'était pas plus fort physiquement, eh bien, on se débrouillait moins bien dans la vie économique, on gagnait moins bien, et il fallait pas venir pleurer. Hem, donc une sorte de comme ça, de petit à petit, alors ça s'est pas fait en un jour, hein, il a fallu une bonne dizaine d'années, hein, pour que ça se mette en place, une prime au fort au contraire, le faible est là pour être, ben, on peut le plaindre certes, mais finalement s'il est éliminé, c'est pas plus mal. Donc moi j'appellerais ce phénomène, c'est une sorte de culte de l'anti-humanisme. Hem, Encore une fois, hein, ça s'est pas fait en 24 heures. On i si les Russes ont bien digéré ce que leur armée a fait en Tchétchénie, si les Russes ont bien digéré, ce que les oligarques ont fait à eux-mêmes en les pillant, sans, sans aucune morale et en les ruinant littéralement, eh bien, c'est parce que ils ont assimilé cette loi absolument draconienne de la survie du plus fort économique. Et finalement, ils se disent, bah oui, j'aurais peut-être dû me débrouiller, être plus débrouillard. Et dans ce cas-là, je n'ai moi que mes yeux pour pleurer. Bah, c'est tant pis pour moi. Voilà, donc ça c'est une autre explication, de ce que, voilà, j'appellerais ils ont en fait ouvert en eux-mêmes une porte vers l'anti-humanisme et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, tout devient relativement clair puisque, si c'est la loi du plus fort qui est la meilleure, eh bien, par rapport à leur misère ou à leur train de vie économique qui est très, très faible, hein, faut se rappeler que, les retraites en Russie c'est de l'ordre de la misère. Et il faut se rappeler qu'un, je sais pas, un employé municipal dans une ville comme Perm gagne entre 350 € et 450 € par mois, les meilleurs mois. Et donc, avec ça, on vit très mal. Et cette misère endémique, finalement, on veut bien la supporter si le monde entier, le reste du monde, nous craint. Et si nous, avec nos chars, notre bombe atomique et voilà et nos forces aéroportées, on peut foutre la trouille au reste du monde, et bien finalement, on supporte mieux ce qu'on voit par la fenêtre, c'est-à-dire les routes défoncées, la misère au quotidien et sa propre vie qui n'est pas finalement glorieuse. Voilà. Et donc, il y a en plus donc de cet anti-humanisme, de cette porte, en tout cas vers l'anti-humanisme qui s'ouvre, il y a en parallèle un sentiment de, je compense tout ça par, une force militaire j'en retire un orgueil, formidable. En parlant avec beaucoup, beaucoup de Russes, hein, j'ai constaté que, leur, presque leur réflexe numéro un quand on dit, alors, est-ce qu'il faut faire un défilé? Par exemple, là, aujourd'hui, on parle du défilé, du 9 mai à Moscou et ailleurs. Est-ce qu'il faut faire ce défilé? Et la plupart des Russes répondent: «Oui, absolument, il faut faire ce défilé pour qu'on nous craigne». Voilà, pour que pour que de l'extérieur, on voit quelle puissance, nous avons. Heu Voilà, ce sentiment d'humiliation d'une part, n'est-ce pas? Parce que la pauvreté dont vous parlez, la pauvreté endémique en Russie, donc c'est une autre face de ces rêves de grandeur, n'est-ce pas? Donc d'être fort et puis d'imposer la loi du jungle au monde entier parce que justement, voilà, de dire que celui qui est plus fort, il a raison, ça voudra dire que ça perturbe tout l'ordre national international, n'est-ce pas? Parce que si chacun se permet de se comporter de cette manière, ça voudra dire vous parlez beaucoup de l'anti-humanisme, mais d'autre part, c'est aussi
une espèce de la vision de notre russe comme surhomme, être quelqu'un à qui tout est permis, c'est-à-dire que de se comporter de la sorte que les règles, ce sont pour les faibles, pour les autres, et pour nous, on a tout le droit parce qu'on est plus fort, n'est-ce pas? Oui, il y a un peu de ça mais surtout, en fait, le sentiment que, si je peux, contourner les règles, c'est que j'ai le droit de le faire et non seulement j'ai le droit moral de le faire, mais, j'ai le devoir économique de le faire et tout le pays fonctionne, en contournant des règles. Et c'est pour ça d'ailleurs que, l'équipe de Navalny lui-même n'ont jamais vraiment percé en Russie. C'est-à-dire son discours contre la corruption, ne rencontrait strictement aucun écho ou un très, très faible écho, surtout en province, tout simplement parce que la corruption est ce qui fait rêver les Russes. C'est-à-dire que, la corruption est d'abord le moyen au quotidien de survie. Et sans la corruption, les gens me disaient: «Mais comment est-ce qu'on va faire pour aller voir un dentiste s'il y a plus de corruption?» C'est-à-dire que là, avec la corruption, je peux, en payant un petit quelque chose, avoir vite, rapidement mon rendez-vous. Mais s'il y a plus de corruption, eh bien, j'aurai mal aux dents et j'aurai plus aucune solution. Et donc ce raisonnement fallacieux est à la base du fonctionnement économique, russe, d'une part. Et d'autre part, la corruption est ce qui, attire les Russes comme, une sorte d'ascenseur social. C'est-à-dire que, ils se disent: «Voilà, ben, mon fils, ma fille, plus tard, s'il pouvait être, policier, s'il pouvait être, médecin ou, je sais pas, avoir un emploi municipal qui permette de recevoir, un petit bakchiche, eh bien, ça sera justement l'occasion rêvée et ils vont enfin réussir. Et donc, la corruption est vécue littéralement comme un espoir. Hem, donc voilà, ce qui montre que, en fait, hem, Navalny et son discours étaient complètement hors sol dans cette Russie-là. Hem, voilà. Mais face à ce diagnostic, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à faire puisque si on parle pas de la guerre de Poutine, si on parle pas de régime, même régime, pardon, régime de Poutine qui soit coupable de ces guerres perpétuelles. Et donc, je rappelle aussi que c'est pas uniquement en Ukraine. Avant Ukraine, il y avait Tchétchénie, il y avait Syrie, il y avait aussi Géorgie en 2008. C'est le moment où nous avons compris que nous sommes les suivants. Il y avait Transnistrie avant, sans beaucoup de guerres, mais quand même, il y avait une guerre à Transnistrie. Donc, ils ont volé un morceau à Moldavie aussi. Donc, si on ne dit pas que c'est un régime qui suffit de changer pour changer la donne, donc la réalité, je sais pas, géopolitique, il faudra changer des centaines, des millions d'esprits, et ça paraît une tâche absolument gigantesque et très difficile en fait à réaliser. Comment est-ce que vous voyez les situations? Comment est-ce qu'on peut changer cette manière de penser de ce peuple? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est très, très difficile et effrayant en réalité, tout simplement parce qu'en effet, il ne suffit pas de changer de Poutine, pour mettre un autre Poutine à la place du Poutine. Il ne suffit pas de débrancher la propagande. Alors ça serait quand même bien, hein, ça serait déjà une très, très bonne chose évidemment si, il y avait plus, Skabeyeva, Solovyov et les autres. Et s'il y avait des informations, normales, on va dire, mais diffusées, ce qui n'est pas près d'arriver, hein, en ce moment quand même. Mais ça ne suffira pas. À mon sens, la seule voie possible, c'est un choc psychologique violent suite à une défaite, humiliante en Russie, enfin en Ukraine, pardon, de la Russie en Ukraine. Ça serait le seul moyen qu'il y ait un déclic profond, quelque chose de l'ordre de, vous voyez, en fait, vous pensez être les plus forts, vous pensez que vous dirigez tout ça, que vous êtes, aux manettes, et que vous n'êtes, justement suivant, l'échelle de Darwin, vous pensez être en haut, mais en fait non, vous êtes tout en bas de l'échelle puisque vous avez été, non seulement complice des crimes de guerre, mais vous avez été, la viande à canon,
de toute votre oligarchie qui s'est servi de vous et de vos instincts les plus bas pour commettre les crimes et en plus aux dépens de votre vie. Et pourquoi? Pour rien, puisque si jamais on pense une défaite en Ukraine, eh bien, vous allez vous retrouver devant votre pot cassé sans aucune compensation. Voilà. Donc, je pense que déjà le début, de toute façon, de la guérison, si guérison devait y avoir, doit obligatoirement passer par une défaite en Ukraine. Voilà. Et je pense que ça ne risque de ne pas être suffisant. Voilà. Mais pour l'instant, on en est loin, hélas. Hein. Donc, déjà, essayons voilà, d'avoir cette défaite de la Russie et essayons Alors, cette défaite de la Russie, sans doute, si elle se produit, ne va pas être indolore pour la Russie elle-même. Hein. Et donc, peut-être que là, il y a différents scénarios possibles. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais une implosion de la Russie en différentes régions est possible. Je dirais même souhaitable, hein, de mon point de vue, pour justement que ces régions se concentrent plus sur leur bien-être régional au lieu comment dire, de s'agglomérer comme ça en un behemoth surpuissant. Voilà, donc il risque d'y avoir ça. Il peut y avoir une guerre de mafias entre différentes mafias, puisque aujourd'hui, là, en réalité, ce qui fait le fondement politique de la Russie poutinienne, c'est l'alliance du FSB et de la mafia, au sens pur et dur du crime organisé. Hein. Et donc, c'est à partir du moment où les ressources viendraient à diminuer suite à une défaite, par exemple, eh bien, on peut penser que les différents clans de cette mafia commenceraient à se mettre sur la figure pour récupérer ce qui est récupérable. Je ne vois, moi, quant à moi, aucun avenir brillant et satisfaisant pour la Russie, si ce n'est le chaos, qui me semble assez inévitable au point où on en est, et même, je dirais, souhaitable, tout simplement, parce que c'est le seul moyen d'en finir, peut-être une bonne fois pour toutes, avec cet impérialisme viscéral qui coule dans les veines des Russes et qui est toujours complaisamment flatté par les gouvernements russes successifs, bien avant Poutine, hein, d'ailleurs. Yeltsin aussi avait flatté, même Gorbatchev avait flatté un peu ce sentiment-là. Donc, ça paraît presque une maladie transmissible héréditairement et presque incurable. Maintenant, l'histoire nous montre que bien des peuples hein, sont parfois sujets à des graves maladies. La France n'a pas fait exception, hein, puisque si on se rappelle la Révolution française, par exemple, ou l'épopée napoléonienne, hein, donc avec quand même 1 million de morts en Europe et un empire français qui s'étend jusqu'à Moscou à un moment. Et bien finalement, ces choses-là finissent aussi par s'effondrer, peut-être sous leur propre poids ou sur leur propre insuffisance. Oui, donc il y a un exemple plus récent du XXe siècle avec l'Allemagne nazie qui était aussi une maladie très grave, n'est-ce pas? Mais qui a quand même pu, pendant des longues décennies, de se faire guérir. Donc ça a pris quelques générations, mais globalement, on peut dire que voilà. Donc parce qu'il y avait justement ce crime et châtiment, parce qu'il y avait justement la reconnaissance du crime. Or, donc ce qu'on observe en Russie, qu'il y avait aucun procès après la chute de l'URSS, il n'y avait pas de procès de Nuremberg, il y avait personne qui était porté coupable pour des millions, n'est-ce pas, de citoyens russes, ukrainiens ou autres qui ont été condamnés pour exterminer pour des purges des années 30. Voilà, votre histoire familiale est aussi, voilà, et c'est preuve, n'est-ce pas, de ces persécutions, voilà, de tout cela. Et donc, personne n'a été désigné coupable. Et donc, c'est l'absence de châtiment des crimes qui amène d'autres crimes. Sauf que
voilà, quand on regarde le monde contemporain, on se dit que mais c'est qui? Bon, l'Allemagne était envahie, donc les troupes, y compris les troupes soviétiques, sont allées jusqu'à Berlin, et donc elle était divisée, alors que personne, je pense, n'est capable d'imaginer un moment que des troupes, pas ukrainiennes, c'est exclu, mais que même avec des partenaires qui sont pas, même, qui ne sont même pas nos alliés, mais sont nos partenaires, qu'on puisse occuper le territoire russe. Et aussi, on est dans une autre époque parce qu'il y a cette arme nucléaire, n'est-ce pas, qui rend impossible en fait toute action radicale. C'est-à-dire que vous parlez de cette nécessité de la défaite militaire que nous, bien sûr, nous la souhaitons, mais on se pose la question comment est-ce qu'on peut apporter cette défaite militaire totale contre un pays qui dispose de l'arme nucléaire. Donc ça, c'est un impasse en quelque sorte, n'est-ce pas? Alors, oui, enfin, je suis pas tellement d'accord, tout simplement parce que les défaites militaires surviennent même aux pays qui sont dotés de l'arme nucléaire. Je prends par exemple l'Amérique au Vietnam ou cette même Union soviétique en Afghanistan. Donc, on peut tout à fait perdre une guerre même si on est une puissance nucléaire, d'une part. Mais d'autre part, là, évidemment, je vois mal l'armée ukrainienne ou les Occidentaux marcher triomphalement jusqu'à Moscou. Il y a d'abord des milliers de kilomètres, et puis je ne vois pas trop l'intérêt. Mais euh, comment dire, déjà, pour moi, la Russie a un pied dans la défaite. Pour moi, c'est évident, même si je sais bien que les derniers mois ont été particulièrement difficiles et on s'impatiente beaucoup et c'est normal. Mais regardez quand même, si on prend de la hauteur, les 2 années presque et demie qui se sont écoulées depuis le début de la guerre, eh bien, c'est une série d'humiliations pour la Russie. Que la Russie essaie de minimiser, mais quand même, d'abord des pertes en hommes et en matériel absolument gigantesques. Ensuite, avec quelques quand même beaux symboles, hein, comme le croiseur Moscou coulé, des avions qui tombent, etc., etc. Euh, Regardez quand même la liquidation de Wagner. Ça, j'ai l'impression qu'on ne le souligne pas assez, mais Wagner et Prigojine étaient une force absolument redoutable il y a un an. Et avec la, euh, la bataille de Bakhmut, cette force a été considérablement diminuée grâce aux Ukrainiens. Et ensuite, c'est ce qui a été le début de la perte de Wagner. Vous voyez, Wagner affaibli a conduit à l'ouverture d'appétit autour de Wagner, puisque le commandement militaire russe a cherché à réintégrer Wagner au sein de ses unités. Il y avait une rivalité entre Prigojine et Shoigu et Gerasimov. Et donc, dès qu'il y a comme ça une difficulté, les appétits internes se réveillent et finalement, ce qui a conduit à l'implosion de Wagner dans cette marche surréaliste vers Rostov puis vers Moscou. Donc, et je trouve réellement que l'anéantissement de la force Wagner et de Prigojine physique est une grosse, grosse, grosse défaite de la Russie. Prigojine était un odieux salopard, mais c'était un type très intelligent et peut-être le plus aventurier de ces commandants russes. Et le fait de l'avoir supprimé, et pour moi, enfin, à mon sens, Poutine a commis une grosse erreur hein, d'avoir supprimé un élément aussi, comment dire, euh, aussi débrouillard. Voilà. Euh, donc, si on veut bien prendre un peu de hauteur, je sais bien que c'est très très difficile hein, quand on subit des bombardements tous les jours. Si on prend un peu de hauteur par rapport à ce qu'on a vécu, eh bien, je trouve que déjà la Russie a un pied dans la défaite et sérieusement englué dans la défaite, ce pied. Reste à pousser le deuxième pied. Mais ça, je n'ai pas trop de doute à ce sujet. Je pense que c'est en train de se faire. Il faut
Malheureusement, ça passera par un certain nombre de souffrances, évidemment, et d'autres crimes de guerre, et tout ça, c'est abominable, mais l'issue, pour moi, ne fait pas de doute, si tant est que l'Occident ne commence pas à s'effrayer, voilà, de la Russie devant ses grands yeux, etc. Et si le soutien de l'Occident se poursuit, et j'espère se renforce encore, eh bien, à mon avis, le sort de la Russie est scellé. Ensuite, comment vous dire? La Russie, certes, est grande et puissante sur le papier, mais vous avez sûrement remarqué que sa taille gigantesque est aussi un handicap. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un vraiment la comparaison entre David et Goliath et l'Ukraine et la Russie est tout à fait pertinente, je trouve. C'est-à-dire vous avez une espèce de gros monstre, balourd, et avec des régions qui sont séparées par des milliers de kilomètres. Il faut faire des heures et des heures et des heures de train ou d'avion pour rejoindre, pour les faire fonctionner ensemble, avec des routes en très mauvais état. Donc vous avez ce monstre qui est depuis 2 ans en plus où il y a un sous-investissement dans l'infrastructure. On l'a vu cet hiver avec les explosions de la tuyauterie un peu partout dans les régions. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule région de Russie qui n'ait été touchée donc par des coupures de chauffage ou d'eau. Euh, Vous avez tout ce vieillissement de ces infrastructures qui me fait penser, vous savez, ces poupées qui sont bricolées avec des bouts de tissu qu'on coud et qu'on gonfle de l'intérieur, et puis ça commence à craquer aux jointures, aux coutures. Ou un peu, pour faire une autre comparaison littéraire, la Russie me fait penser à Frankenstein. Vous savez, le bonhomme ranimé fait de briques et de broc à partir de bouts de cadavres. Et là où c'est cousu, ça commence à se détendre. Ça commence à pourrir et à vouloir voilà, se briser. Donc je pense que évidemment, je vois mal une armée aller conquérir Moscou, mais je vois très bien, en revanche, une espèce voilà, de morcellement intérieur, de quelque chose qui s'effondre, une implosion plutôt qu'une explosion, une implosion de la Russie en clans, régions, sous-castes, mafieux, etc., en fait, et serait l'aboutissement de cette guerre. Merci Igor. Et voilà, sans doute, comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre, il peut apparaître que il s'agit même pas d'un village de Potiomkin, mais d'un pays de Potiomkin. Donc cette grandeur de la Russie qui fait peur, qui continue à faire peur à pas mal de pays. Donc ça va apparaître être voilà qu'une simulacre. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Igor Gran, écrivain français d'origine russe, auteur de Z comme zombie et Voyage clandestin avec 2 femmes bavardes. 2 ouvrages qui abordent le sujet de la perception de la guerre russe contre l'Ukraine par des Russes ordinaires. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.